Je suis très heureuse de recevoir Hugues Seraf pour son 4e roman, Le Dernier Juif de France, paru cet été chez Intervalle, et dans lequel il joue avec l'autofiction à nouveau et met en scène un journaliste culture d'un grand magazine de gauche en pleine mutation vers la modernité. Un journaliste juif, mais qui a son identité juive bien à lui et qui se trouve sorti de sa rubrique cinéma un peu tranquille pour se retrouver au cœur, quelque part, de la politique avec un nouveau directeur de journal assez inventif. Voilà. À travers ces 4 romans, est-ce que c'est le même personnage qu'on retrouve? Alors, c'est une version de vous, mais est-ce qu'on suit l'évolution d'un personnage comme ça ou pas du tout? Ou c'est plusieurs aspects? Bon, non, moi, c'est pas autobiographique. Hein, je suis pas critique ciné dans un hebdo à Paris. Je veux dire, en fait, ce bouquin-là, je voulais écrire quelque chose sur un moment que la France traverse, et je trouvais qu'il y avait 2 endroits intéressants pour décrire ça. C'était la presse et la fac. Et la fac, je connais moins bien, donc j'ai choisi de faire ça dans l'univers des médias, dans un journal. Mais je trouvais que c'était 2 postes d'observation intéressants pour raconter un peu ces phénomènes-là. Donc non, autrement, il n'y a pas de dimension autobiographique. Peut-être davantage dans les romans précédents, qui étaient sur d'autres thématiques, c'était les rapports hommes-femmes, le couple et tout. Et donc là, je suis sorti de ce cycle-là et je fais autre chose. Mais non, moi, je ne le vois pas, ce n'est pas du tout un roman autobiographique. Et donc, le héros a un frère qui vit à Trappes. Et donc, on a en fait un petit peu 2 personnages à la fois de mode de vie, quoi. Un plus urbain, bobo, l'autre plus banlieue. Et surtout 2 modes très différents de vivre son judaïsme. En fait, l'idée, c'est que le personnage principal, donc oui, il est juif, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment essentiel pour lui. Il ne pratique pas, il n'est pas croyant, il n'est pas très concerné par les questions relevant de la religion et même de l'antisémitisme. Et en contrepoint, il y a son frangin qui, lui, est assez religieux, fait un tas de trucs, fait les fêtes, fait Shabbat, etc. Et qu'il alerte régulièrement, puisqu'il est journaliste, qu'il alerte régulièrement sur un tas de choses qui se passent. Et ce que le frère narrateur, le frère journaliste, ne voit pas vraiment, jusqu'au moment où il est un peu rattrapé par les événements, par des événements qui vont se produire. Donc il y a l'agression d'un rabbin, une synagogue qui flambe, enfin un tas de trucs, et surtout les modifications à l'intérieur de sa propre rédaction, puisque c'est un hebdo qui est un peu en perte de vitesse, qui a du mal à faire la transition vers le web, et qui va voir débarquer un nouveau directeur de la rédaction qui va modifier les choses et qui vont là aussi interpeller pas mal le narrateur. En fait, quand j'ai démarré le bouquin, c'était hyper prétentieux. Je voulais faire quelque chose qui est un peu du grand roman américain, même si ce n'est pas une traduction française, le grand roman français. C'est d'avoir un roman qui, sur la base d'un sujet très spécifique, décrit un moment du pays, mais ça part un peu tous azimuts. Donc là, oui, il y a la déferlante woke qui affecte beaucoup la presse. Il y a la question de l'antisémitisme. On voit des références à des magazines français. C'est pas exactement le Nouvel Obs, mais c'est un peu le Nouvel Obs. C'était un peu là-dessus que je partais. C'était un peu, d'ailleurs, je le situe même place de la Bourse. Et puis voilà, enfin on est censé, mais c'est pas le Nouvel Obs, parce que même dans cet univers parallèle où se situe le bouquin, le Nouvel Obs existe par ailleurs, donc c'est pas le Nouvel Obs. Mais c'était l'idée, voilà, d'un canard en perte de vitesse qui fait des choix éditoriaux en faisant venir quelqu'un qui est un peu une sorte de Plenel. Bon, il est décrit comme tel, c'est pas lui vraiment, comme c'est pas vraiment le Nouvel Obs, on est dans un univers parallèle, et qui va transformer le canard et qui va donc provoquer ces changements dans la vie professionnelle
du narrateur. Peut-être ce sera moins drôle que de vous lire, mais que vous décriviez un petit peu cette dérive de la gauche que vous caricaturez dans le roman, quoi. Et peut-être les déceptions qu'il y a chez vous derrière ça aussi. Ben oui, c'est l'émergence d'un nouveau radicalisme. Enfin bon, refaire ce débat. C'est pour ça que moi, en fait, c'est ce que j'expliquais en faisant le bouquin, c'est que le bouquin, c'est pas une thèse. Euh, c'est pas du journalisme non plus, c'est-à-dire que c'est pas une description factuelle de choses qui se produisent, parce que moi, bon, ben, mon vrai métier, c'est journaliste, mais aujourd'hui, je suis plus vraiment journaliste. J'écris des bouquins, je fais des papiers à l'occasion, mais je travaille plus vraiment comme journaliste. Je voulais même m'éloigner de la description journalistique du réel ou de quelque chose qui serait davantage comme un essai. C'est vraiment un roman, c'est vraiment une histoire avec des personnages. Et le lecteur, l'idée, c'est de l'amener à faire certains constats, mais sur un mode littéraire, sur un mode d'expression littéraire. On est dans un roman, il y a un début, une fin, il y a des choses qui se produisent, et puis en transparence, on décrit la société. On est vraiment dans le roman, on n'est ni dans la thèse, ni dans l'essai, on raconte une histoire, et en transparence, il y a le pays tel qu'il va, il y a la presse telle qu'elle va, il y a effectivement cette transformation de la gauche, mais qui est aujourd'hui, évoquer ça, c'est pratiquement un cliché. Justement, sur les histoires récentes, on voit bien avec la manière dont la gauche s'est divisée a explosé, les questions de laïcité, les questions de rapport à l'antisémitisme, les questions de rapport aux religions. On voit bien qu'on est dans quelque chose dont on ne sait pas trop ce que ça va donner lorsqu'on va en sortir. On va en sortir à un moment fatalement, mais ce sera peut-être un champ de ruines. Enfin, je ne suis pas spécialement pessimiste non plus. D'ailleurs, le personnage lui-même, puisqu'il est constamment comme ça avec son frangin religieux contrepoint, qui finit d'ailleurs par faire son alia, par aller vivre en Israël. Lui, non. Lui, il dit non, puisque je ne vais pas aller vivre en Israël. Donc, il quitte son canard, il va s'installer dans une petite maison à la campagne. Il est plus désabusé qu'effrayé. Enfin, voilà, c'est ça. C'est plutôt du désabusement qu'il exprime, le narrateur. Et malgré tout, au cœur du livre, il y a une certaine prise de conscience. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était déjà un peu détaché de l'engagement politique, de toutes ces folies identitaires. Il a d'ailleurs une amoureuse qui lui permet d'être loin de toutes ces folies identitaires, ou pas. Mais tout d'un coup, en tant que journaliste, quand même, il y a un moment où une certaine dérive de la gauche lui fait prendre conscience que là, il faut parler, quoi. Il faut se mettre en avant. J'ai jamais été vraiment confronté à l'antisémitisme. Mais je dirais que effectivement, j'ai pas de raison de l'être parce que je suis de juif invisible, c'est-à-dire que je porte pas de kippa, je pratique pas, je ma vie à évoquer ces questions. Donc, l'antisémitisme, il est plus fréquemment ressenti par les gens qui, comme le personnage du frère, portent la kippa, vont à la synagogue, pratiquent, ont éventuellement des enfants dans une école juive, mais ça, justement, comme un tas de gosses sont partis dans les écoles juives ou même des écoles catho partout, en tout cas dans le privé, parce que les écoles publiques, dans certains coins, c'était devenu un problème. Donc voilà, lui, il est confronté à rien de tout ça, il vit sa vie à l'extérieur de ces problématiques-là, et à un moment, ces problématiques le rappellent. Donc effectivement, c'est un changement, c'est-à-dire il découvre, il n'était pas non plus un naïf et un innocent, mais il était loin de ces choses-là. Dans son cas, on peut être rattrapé par le réel à un moment. C'est son cas, voilà, c'est son cas. Donc il est obligé de réfléchir à des choses qui ne le concernaient pas plus que ça auparavant. Il faisait sa rubrique ciné, il allait interviewer des stars. C'est un branleur, hein, le personnage, c'est pas du tout... il passe même pas pour un personnage extrêmement positif. C'est pas un très bon journaliste. On comprend que c'est un peu un glandeur, qu'il en fait le moins possible. D'ailleurs, ça décrit, en fait, mais là c'est peut-être l'âge, parce que ça décrit aussi un type de fonctionnement des journaux qui n'est plus vraiment
celui que journaliste, c'est-à-dire les branleurs de ma génération, ils sont déjà presque tous partis ou retraités ou morts. Malgré tout, il y a un moment aussi où c'est pas OK de faire de l'humour antisémite sous couvert de bien-pensance de gauche, quoi. Il y a quand même quelque chose qui le... Là, on sent une révolte chez le personnage. Il va y avoir cette agression mortelle d'un rabbin qui va provoquer un tas de choses. Et il va y avoir donc une sorte de comique, un comique qui est... alors, c'est pas Dieudonné, c'est pas non plus d'autres gens qui lui ressemblent, c'est un composite de plein de gens qui va effectivement, dans une émission à la télé chez Hanouna, parce que je trouvais que c'était marrant de situer ça là, qui va ironiser sur la question et qui va provoquer là aussi un nouveau barouf. Mais en fait, le personnage, et puis le gars va être interviewé de manière assez complaisante par le journal, par Vision, ce qui va provoquer une réaction du narrateur. Mais le narrateur, il n'est pas hostile au fait que le type puisse s'exprimer et dire des saloperies. Parce que lui, il est entièrement, c'est un partisan de la liberté d'expression intégrale, et ça c'est mon cas aussi. Je ne considère pas qu'on doive empêcher les gens de dire des saloperies, mais il faut être en mesure de dire que ce sont des saloperies. Donc c'est ça qui va le mettre en porte-à-faux avec son journal pour la première fois. C'est une interview extrêmement complaisante de ce comique qui ironise sur la mort de ce rabbin et qui, par espèce de mise en abîme tordue, explique que si un rabbin est tabassé puis assassiné par une bande de jeunes en banlieue, eh ben, c'est quelque chose qui a à voir avec le conflit israélo-palestinien. Donc il faut. Puis il y avait aussi l'abandon de la jeunesse dans les banlieues, enfin qui tire une espèce de discours social caricatural d'un événement qui est un horrible fait divers antisémite. Question un peu idiote, pourquoi vous avez voulu en faire un roman drôle? C'est quoi le rôle de l'humour dans l'écriture et dans le rôle peut-être un peu de moraliste ou de révélateur que peut jouer le roman? Qu'est-ce que l'ingrédient humour apporte? Alors là, je ne sais pas, mais c'est juste la manière dont j'écris. Là, le roman sur lequel je travaille en ce moment, c'est une histoire assez triste, assez glauque, qui n'a encore une fois rien à voir avec ce que j'ai écrit auparavant. Et là aussi, c'est le ton que j'adopte naturellement, c'est la manière dont j'écris. Peut-être que ça changera à un moment. Il y a des trucs qui se modifient. Puis en écrivant, là, donc je suis sur le 5e roman, donc on prend du métier en quelque sorte. J'espère en tout cas qu'on améliore la manière dont on raconte les choses. Peut-être qu'à un moment, j'abandonnerai ce ton parce que voilà, ou peut-être que c'est un style. J'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis pas dit en commençant à l'écrire, je vais le faire sur un mode humoristique. J'ai raconté ça et c'est venu comme ça. Je constate que sur le suivant, je fais aussi un peu ça, même s'il y a des choses parfois dont je parle qui peuvent être assez graves, mais dans les précédents encore, quand je parlais de la question du couple, de la question des relations femmes, il y a des choses qui sont qui ont une dimension avec des gros guillemets, hein, parce qu'il ne faut pas être prétentieux, plus profonde, mais que j'amène de cette manière parce que c'est la manière dont ça me vient, quoi. Mais c'est pas un parti pris, c'est pas un parti pris qui serait le mien. Voilà, je vais commencer à raconter l'histoire, puis je vais raconter sur un ton humoristique. C'est juste la manière dont j'écris. Je suis un rigolo, en fait. En tout cas, vous me faites beaucoup rire. Et je me disais que pour définir du coup le fameux concept que j'aime beaucoup de gauche néo-progressiste, le plus simple serait peut-être de voir exactement comment fonctionne Vision et que vous nous lisiez un extrait. Voilà, en fait, il y a un chapitre qui sert vraiment à décrire la manière dont la rédaction a été transformée. Parce qu'auparavant, cette rédaction, c'est une rédaction
gauche sociale, démocrate traditionnelle, c'est-à-dire Nouvelle Obs et Télérama d'antan. Donc il décrit, il dit bon ben le Canard il est lu par des profs syndiqués qui vont voir du cinéma français avec Karine Viard et François Cluzet, qui écoutent de la musique sur des CD. Voilà, c'est cet environnement-là. Et puis, ce type de Canard, il est un peu comme la presse quotidienne régionale, c'est-à-dire qu'il voit son lectorat un peu disparaître. Et donc, si le Canard doit rester un grand canard de gauche, ben, il faut qu'il s'adresse à la nouvelle gauche. Et la nouvelle gauche, eh ben, elle est dans un radicalisme particulier. En fait, on va dire du glyphosate à la question israélo-palestinienne. En fait, tout est constitué de marqueurs idéologiques pour parler à une certaine à ce que, en tout cas dans leur analyse, ces gens considèrent comme étant la nouvelle gauche et le nouveau progressisme. Donc, du coup, ça amène des choses totalement absurdes. Tout un tas de choses qui seraient vraiment passées pour des absurdités, aujourd'hui sont totalement monnaie courante. Et comme le nouveau directeur de la rédaction, Léon Micras, est censé venir d'un site qui s'appelle Métastase, donc là, c'est vraiment, on n'est pas dans le roman à clé parce qu'on sait à peu près de qui il s'agit. Donc voilà, le petit passage dont tu parlais, il faudrait lire tout le chapitre. Le chapitre est génial, bien entendu, mais je vais lire juste ce petit passage. Je confirme. Donc, voilà, qui évoque la manière dont les choses se passent au journal. Mais surtout, la nouvelle cellule d'investigation confiée à mon vieux camarade police-justice sort pratiquement un scoop à la minute que l'on n'hésite jamais à saucissonner sur 2 ou 3 numéros lorsqu'il manque de substance et exige d'être un poil mis en scène. L'affaire du secrétaire d'État à l'environnement, qui circulait en 4x4 diesel le week-end, par exemple, nous a fait tout le mois de février par la grâce d'une année bissextile. Son pick-up Navara, acheté d'occasion, avait été recalé au contrôle technique pour absence de fil à particules, semaine 1. Était équipé de sièges en peau de gazelle de Cuvier, une espèce d'antilope saharienne ultra menacée, semaine 2, et avait précédemment appartenu à un chasseur d'hirondelles proche de Nicolas Dupont-Aignan, semaine 3. Et voilà, bon, alors voilà, ça ressemble effectivement à ces faux scandales saucissonnés, parfois dans la presse, parfois sur Twitter, les réseaux sociaux aussi sont très présents dans le bouquin, voilà, qui donnent un ton où on dénonce un tas de trucs et on s'indigne constamment. En fait, le journal, il devient quelque part une caisse de résonance des réseaux sociaux. À la limite, le journal devient les réseaux sociaux, c'est-à-dire que s'expriment ses points de vue et radicaux et indignés. Il n'y a plus beaucoup de subtilité, il n'y a plus beaucoup de capacité à évoquer la complexité des choses. Ce que le bouquin cherche à faire aussi, parce que le bouquin, je pense qu'il y a probablement un tas de juifs qui n'ont pas aimé le bouquin non plus, c'est possible. L'idée n'était pas de faire un bouquin qui dise ah, il y a de l'antisémitisme et les pauvres juifs, c'est des gentils et ils sont agressés constamment. C'est pas ça. C'est une description d'un état des choses. Donc, il y a des juifs cons dans le livre.